Good morning. Bonjour ou bon après-midi. Merci de nous rejoindre. J'espère que vous êtes en bonne santé. Je suis Andrew Canigere de l'équipe de communication du FMI. Bienvenue aux réunions de printemps à distance d'avril 2021 et à la présentation des perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Je suis avec M. Abebe Emre Selassie, directeur du département Afrique. Bonjour Abbé. Bonjour. Avant de donner la parole à Abbé pour son allocution d'ouverture, je voudrais souligner que si vous perdez la connexion, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et autres. Nous avons déjà reçu des questions et en attendant, vous pouvez passer par le centre de presse et WebEx ou bien utiliser votre adresse email pour envoyer vos questions. Sans plus tarder, je donne la parole à Abbé. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre à l'occasion de la sortie de l'édition d'avril 2021 des perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Avant de passer à notre évaluation des perspectives économiques, des enjeux et des priorités d'action, je tiens à prendre le temps pour parler de la pandémie et de l'évolution sanitaire dans la région. Depuis notre édition d'octobre 2020 des perspectives économiques régionales, l'Afrique subsaharienne a fait face à une deuxième vague de la pandémie. Cette deuxième vague a été de plus grande ampleur et plus rapide que la première. Dans le même temps, à l'échelle mondiale, le développement d'un vaccin efficace a fait l'objet d'un effort véritablement exceptionnel. Cependant, le processus de fabrication, d'acquisition et de déploiement des vaccins a débuté de manière très inégale. Certains pays avancés ont acquis suffisamment de vaccins pour vacciner leur propre population plusieurs fois. Par contre, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont du mal à simplement vacciner leurs travailleurs essentiels de première ligne. Peu d'entre eux auront accès à des vaccins à grande échelle avant 2023, si la tendance actuelle se poursuit. Étant donné cette difficulté d'accès aux vaccins, bon nombre de pays de la région risquent de faire face à de nouvelles vagues d'infections. Ce n'est pas seulement un problème local ou régional. Assurer une couverture vaccinale pour l'Afrique subsaharienne constitue, à notre avis, un bien public mondial de très grande valeur. Par conséquent, la communauté internationale doit se rassembler pour éviter de limiter la diffusion de vaccins, s'assurer que des mécanismes comme le COVAX soient financés et redistribuer rapidement les doses de vaccins excédentaires des pays riches vers les pays africains et d'autres. Les coûts économiques et humains pour la région sont véritablement sans précédent. Nous estimons que l'économie régionale s'est contractée de 1,9% en 2020. Cette contraction est environ un point de pourcentage inférieur à celle qui avait été prévue en octobre, mais elle reste le pire résultat jamais enregistré dans la région. Heureusement, la région se redressera cette année et une croissance de 3,4% est attendue. Néanmoins, la production par habitant ne devrait retrouver son niveau de 2019 qu'après 2022. Les difficultés économiques ont causé des bouleversements sociaux considérables. Dans de nombreux pays, le revenu par habitant ne retrouvera son niveau d'avant la pandémie qu'en 2025. Le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne a augmenté de plus de 32 millions, selon nos projections, seulement l'année dernière. Par ailleurs, la perte d'apprentissage pour les jeunes est énorme. Les jeunes de la région ont manqué plus de 4 fois plus de journées d'instruction que les jeunes des pays avancés. Cela risque d'annuler des années de progrès et la région risque de se laisser distancer par le reste du monde.
Ces divergences notamment créent des préoccupations liées à l'espace budgétaire et il y a aussi le problème du déploiement des vaccins. Si les pays avancés ont mis en œuvre des mesures de soutien extraordinaires qui tirent leur reprise, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas les moyens d'en faire de même. Comme nous l'avons noté depuis le début de la pandémie, les perspectives sont sujettes à une incertitude extraordinaire. Le principal risque est que la région affronte de nouveaux épisodes de COVID-19 avant de disposer de vaccins à grande échelle. Mais toute une série d'autres facteurs, par exemple un accès limité à des financements extérieurs, l'instabilité politique, la sécurité intérieure ou des phénomènes climatiques pourraient compromettre la reprise. Sur une note plus positive, un approvisionnement ou une distribution plus rapide que prévu des vaccins pourrait rehausser les perspectives à court terme de la région en matière de croissance. J'en viens ainsi aux politiques et aux priorités d'action pour entretenir la reprise. La priorité immédiate reste bien entendu de sauver des vies. Il s'agit de dépenser davantage pour renforcer les systèmes de santé locaux et les mesures d'endiguement, ainsi que pour acquérir et distribuer des vaccins. Pour la plupart des pays, le coût de la vaccination de 60% de la population exigera d'augmenter les dépenses de santé de pas moins de 50%. La seconde priorité consiste à renforcer la reprise et à débloquer le potentiel de croissance de l'Afrique subsaharienne avec des réformes audacieuses et porteuses de transformation. Tout cela est plus urgent que jamais. Il faut notamment opérer des réformes pour renforcer les systèmes de protection sociale, promouvoir le passage au numérique, améliorer la transparence et la gouvernance et atténuer les changements climatiques. Pour exécuter ces réformes tout en surmontant les séquelles de la crise, des choix difficiles devront être opérés. Cela ne fait aucun doute. Les pays devront resserrer leur politique budgétaire pour faire face à leur vulnérabilité sur le plan de la dette et assainir les bilans publics à moyen terme. Cela est particulièrement le cas des 17 pays de la région qui sont en situation de surendettement ou risquent fort de l'être. En accroissant les recettes intérieures, en donnant la priorité aux dépenses essentielles et en gérant plus efficacement la dette publique, les dirigeants peuvent créer l'espace budgétaire dont ils ont besoin pour investir dans la reprise. Mais la région ne peut pas y arriver toute seule, ce qui m'amène à mon dernier point, à savoir le rôle de la communauté internationale et le besoin crucial d'une aide supplémentaire. Avec la communauté internationale, le FMI a agi rapidement au courant de l'année dernière pour satisfaire en partie les besoins de financement d'urgence de la région. Nous avons apporté de l'aide aux moyens de nos mécanismes de financement d'urgence, accru l'accès à nos ressources dans le cadre d'accords existants et allégé la dette des pays les plus vulnérables au titre du Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes. L'initiative de suspension de la dette du service de la dette du G20 a aussi accordé un répit précieux à de nombreux pays de la région en élégeant le service de la dette de plus de 6,5 milliards de dollars à compter de la mi-2020 jusqu'à la mi-2021. Pour les pays où un allègement de plus grande ampleur pourrait être nécessaire, le cadre commun du G20 pour le traitement de la dette pourrait offrir des solutions adaptées aux circonstances de chaque pays. Cependant, il en faut beaucoup plus pour accroître les dépenses consacrées à la lutte contre la pandémie, maintenir des réserves suffisantes et accélérer la reprise de manière à ce que l'écart de revenus avec le reste du monde se comble plutôt que de se creuser. À cet effet, les pays d'Afrique subsaharienne auront besoin d'un financement extérieur supplémentaire d'environ 425 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Une allocation de DTS par le FMI constituera un pas important car elle fournirait des liquidités à la plupart des pays vulnérables d'Afrique subsaharienne. Cependant, pour que l'ensemble de ces besoins soit satisfait, la région doit compter sur des sources de contribution de taille de toutes les sources possibles, apport de capitaux privés, institutions financières internationales, aide sans effet sur l'endettement sous la forme d'aide publique au développement, allègement de la dette, etc. Et toutes ces ressources doivent être utilisées de manière efficiente. Merci. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Certaines questions ont été posées sur WebEx, nous vous en remercions. D'autres l'ont été
à travers le centre de presse et de médias. Soyez bref. Je vais commencer par la question de Julius Bismolo de CBC Africa à Kigali. Que pensez-vous des résultats de la région de la sous-région Afrique orientale, ainsi que les perspectives pour les pays dépendants des produits de base et du tourisme? Ça, c'est une question importante. Et l'autre question est de savoir ce que les pays doivent faire pour stimuler la reprise dans cette région. L'Afrique orientale est l'une des régions. Les 5 pays de la région ont eu une contraction de moins 0,2%, donc proche de zéro, mais pas aussi profonde que la contraction constatée ailleurs. Et la reprise devrait aussi être plus rapide, à environ 5,5%. Cela est conforme à un bilan déjà semblable avec des résultats de croissance plus solides qui doivent être différenciés du reste de la région. Mais vous le savez, même une croissance de 0% l'année dernière est coûteuse par habitant. Cela a entraîné une baisse des conditions de vie des habitants. Et c'est une perte considérable. Désormais, beaucoup dépend, étant donné la dépendance forte de certains pays au tourisme, dont beaucoup dépend de la relance du tourisme et d'un niveau de vaccination qui rapproche les pays de l'immunité collective. C'est pourquoi le thème de ces réunions, comme l'a dit Kristalina, à court terme, œuvrer pour les vaccins, c'est œuvrer pour la politique économique. Sans vaccination, nous ne pouvons pas tourner le dos à cette pandémie. Donc, le déploiement des vaccins est très important. Merci, Abbé. Nous allons donner la parole à Simon Ateba de Today News Africa. Vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Je suis Simon Ateba de Today News Africa à Washington. L'Éthiopie a été confrontée à plusieurs crises, notamment le conflit dans la région du Tigre et d'autres difficultés dans une autre région. Comment cela a affecté la situation du pays sous le leadership du président Ahmed et que recommandez-vous? Simon, en raison de ma nationalité, je ne peux pas commenter sur la situation en Éthiopie, mais de nombreuses souffrances sont visibles dans ce pays et cela brise le cœur. Le retour à la paix et à la stabilité, non seulement pour l'Éthiopie, mais pour d'autres pays, sera de la plus haute importance pour le développement. Merci. Abbé, est-ce que nous avons NCA à Haïti ou quelqu'un d'autre de cette agence? Quelqu'un en Afrique du Sud? Sinon, une autre question. Que pense le FMI du rythme des réformes en Afrique du Sud? Est-ce qu'elles sont ralenties par un manque de volonté politique? C'est quelque chose qu'on a déjà entendu. Est-ce que le relèvement à la hausse des perspectives pour l'Afrique du Sud est réaliste? Et comment vous pensez que le bien-être de la population de ce pays peut s'améliorer? L'Afrique du Sud est l'un des pays
les plus grands et à l'économie la plus avancée de la région, de loin. Pendant cette crise, le calibrage de la politique macroéconomique a été aussi efficace que possible, mais la croissance est restée anémique. Donc, il y a des mesures qui n'ont pas été prises et ces mesures doivent être prises pour stimuler la croissance, notamment le marché des produits doit être plus productif. Il faut assurer une offre plus suffisante d'énergie qui ralentit l'offre. Il faut s'attaquer absolument à ces défis. Le coût porté par la pandémie sur les personnes et leurs moyens de subsistance et les séquelles potentielles pour l'activité économique à l'avenir font en sorte que les réformes nécessaires pour stimuler la croissance doivent être menées le plus tôt possible. La contraction a été d'environ 7% l'année dernière. C'est brutal après des années où le revenu par habitant a augmenté de façon limitée. Cette année, avec la réouverture de l'activité économique et nous pensons que l'Afrique du Sud devrait retourner à ces niveaux de croissance d'antan pour améliorer le bien-être des populations. Merci. Nous revenons à Webex et Chris de Reuters. Merci beaucoup. Ma question porte sur la mise en œuvre du cadre commun. La Zambie et l'Éthiopie ont sollicité un traitement dans ce cadre. Notamment en ce qui concerne le traitement des créanciers privés et des détenteurs d'obligations. Comment est-ce que ce cadre sera mis en œuvre? En particulier, en ce qui concerne les détenteurs d'obligations. L'Angola a décidé de ne pas recourir au cadre commun dans ces échanges avec certains des créanciers. Merci. Premièrement, l'un des aspects vraiment importants du cadre commun, c'est qu'il permet de tenir compte pleinement des situations particulières des pays. Deuxièmement, nous sommes encore au début de la mise en œuvre du cadre commun. Aujourd'hui, il y a une réunion du comité des créanciers du Tchad et c'est la plus grande avancée. Et un autre pays devrait avoir des échanges dans ce contexte. C'est l'Éthiopie au cours des prochaines semaines. Quant à la Zambie, nous n'avons pas encore arrêté un programme que nous pourrions appuyer avant de passer à une analyse de viabilité de la dette et de nous tourner vers les créanciers. Mais la principale différence dans le traitement de l'Éthiopie et de la Zambie résidera dans la structure de la dette. Cela déterminera le type d'échange avec les créanciers. La Zambie est davantage exposée par euro-obligation par rapport au Tchad et à l'Éthiopie. Et cela a aussi une incidence sur le type d'échange. Thank you, Abe. Merci, Abe. Mario Battista Lussa, est-ce que vous êtes là? Allez-y. Mario, on ne vous entend pas. Allez-y. On vous écoute. Non, on ne vous entend toujours pas. Mario, on reviendra à vous. Votre microphone est peut-être éteint, mais nous allons passer à Georges Wiafé du Ghana. Non? On ne vous entend pas non plus, Georges. Bien. Alors que nous tirons au clair les problèmes d'audio, nous avons reçu une question hier soir
AB sur le Nigeria de M. Nochukwu de Business Day au Nigeria. Une projection de croissance de 2,5% du FMI pour le Nigeria semble être ambitieuse vu la situation actuelle du pays. Que pensez-vous alimente cette confiance dans la croissance de la part du fonds? Et dans quelle mesure le passage à une énergie plus verte va-t-elle affecter l'économie du Nigeria puisqu'ils n'ont pas encore, ils ne se sont pas encore engagés dans cette voie? Merci. Eh bien, dans nombre de pays, nous voyons une reprise, une excellente reprise cette année, simplement dû au fait que l'activité économique qui, de manière express, avait été retenue par les mesures de confinement adoptées par les pays l'an dernier. Nous espérons, pourvu que la pandémie continue de rester sous contrôle, l'activité économique devrait rebondir, ce qui devrait donner des perspectives de croissance meilleures que pour les années prochaines. Ce qui ne veut pas dire que les moteurs de la croissance à moyen ou à long terme ont été améliorés de manière très conséquente, permettant une croissance plus solide. Donc ça, c'est un élément que nous voulons souligner. Dans le cas du Nigeria, eh bien, il s'agit de s'assurer que le pays profite de son potentiel, ce qui exige des réformes à 3 niveaux à nos yeux. Tout d'abord, davantage d'espace budgétaire doit être créé par la mobilisation de recettes internes pour payer pour les investissements en santé, en enseignement, en infrastructure, dont le Nigeria a véritablement besoin. Et donc ça, c'est crucial. Deuxièmement, je pense que des réformes dans le secteur énergétique seront de la plus haute importance. Cela coûte très cher de traiter affaires dues aux inefficiences, les interruptions d'électricité, l'utilisation de générateurs qui sont délétères et inefficaces partout dans le pays. Encore une fois, bien s'en sortir en matière d'adduction énergétique et résoudre ce problème une fois pour toutes sera également très important. Et troisièmement, le calibrage de la politique macroéconomique, créer des marchés de devises étrangères plus liquides sera très important. Merci AB, nous reviendrons à Webex pour voir si nous pouvons entendre quelques-unes des questions. Happy Zengeni, vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je suis du Zimbabwe et je voulais savoir quelles seraient les bonnes réponses de politique pour les pays tels que le Zimbabwe qui ont un accès limité au financement international. Et il y a des problèmes d'inéquité. Je voulais également remettre en cause vos projections de croissance. Vous êtes moins optimiste que notre gouvernement. Il semble y avoir une grande différence. Vous dites que l'inflation sera élevée, plus de 49%. Le gouvernement, quant à lui, prévoit 9%. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes moins optimiste que dans vos projections de croissance? Votre projection de croissance est de 2,1% alors que le gouvernement dit 7,4%. Eh bien, commençons par la croissance. Une raison importante pour laquelle nous sommes plus conservateurs dans la projection de croissance, c'est précisément ce que vous avez dit, que le Zimbabwe, malheureusement, continue d'avoir un accès très limité à un appui à des conditions concessionnelles externes. Et bien entendu, en interne, la capacité du gouvernement à s'autofinancer à partir d'émissions d'obligations en empruntant du système bancaire est très limitée vu le cadre monétaire du pays et la susceptibilité à l'inflation. Et donc nous considérons qu'avec un appui budgétaire limité et avec la souffrance créée par la pandémie sur les économies et les emplois, nous pensons que cela va limiter les perspectives de croissance aux alentours de 3%, mais nous serions enchantés, bien entendu, de nous tromper. Si la croissance était plus élevée, nous en serions ravis. Pour passer à l'inflation, eh bien, on en revient au même facteur. Nous pensons que l'inflation va se réduire par rapport au niveau très élevé que connaissait l'inflation en 2019-2020, y compris la sécheresse dont avaient souffert la Zambie et le Zimbabwe. Toutefois, vu l'absence de nouvelles entrées, nous voyons un contexte limité
beaucoup plus limité pour l'offre de biens et de services. Et donc, nous escomptons que les taux d'inflation restent quelque peu plus élevés. Merci AB. Eh bien, revenons-en à Mario Battista. Allez-y. On ne vous entend pas, on en est désolé, Mario. Je vois que votre question passe. AB. Mario avait deux questions. L'une sur le cadre commun, vous en avez déjà parlé. L'autre sur l'affectation des DTS pour l'Afrique subsaharienne. Et il dit que je comprends que l'Afrique subsaharienne va recevoir aux alentours de 23 milliards des DTS. Mais combien de plus pensez-vous que les pays riches doivent contribuer? Et quel est le mécanisme pour consentir des prêts ou pour mettre ce financement disponible pour les pays de l'Afrique subsaharienne? Merci, excellente question. Eh bien, c'est vrai, une fois que notre Conseil aura pris une décision finale et il faudra des mesures supplémentaires par la suite, nous espérons que l'allocation générale qui vient d'être approuvée par le IMFC permettra qu'environ 23 milliards de dollars en DTS atteindra 45 pays de la région. Donc ce sera au bénéfice des pays, de sorte à créer un espace budgétaire dans la balance des paiements, un appui à la balance des paiements dont ils ont besoin pour, par exemple, mobiliser des vaccins ou pour payer une partie du coût de la vaccination, etc. Donc c'est très important. Mais au-delà, potentiellement, une issue intéressante des réunions était la volonté d'étudier des options pour canaliser des DTS qui ne seront pas utilisés par les économies avancées, les orienter vers les pays plus vulnérables. C'est un mandat très utile, mais le travail commencera pour essayer de voir quel type de consensus existe quant au type de mécanismes qui peuvent être appuyés de la sorte, bien entendu. Nous avons déjà une approche de ce type, cette approche de canalisation qui fonctionne. Le financement du fonds de fiducie pour la réduction de la croissance, de la pauvreté et la croissance, que nous utilisons pour canaliser du financement dans la région. Mais il est bon de voir qu'on est disposé à considérer d'autres façons de canaliser les DTS qui ne seront pas utilisés par d'autres pays également. Et donc, on va commencer à travailler dans ce sens au cours des journées à venir. Merci AB. Il nous reste 17 minutes environ. Et donc, pour continuer à parler de DTS, Patrick Smith son audio ne fonctionne pas non plus, mais il aimerait que vous parliez de la question de la transparence dans l'affectation des DTS. Comment nous allons garantir l'imputabilité à ce niveau-là? Et si vous pouviez, il y a également d'autres questions sur la transparence et la gouvernance en général, en ce qui concerne notre appui et notre programme. Donc, peut-être que vous pourriez parler de la transparence en matière de DTS, mais également surtout notre appui à la région, apporté à la région. Très bien. Eh bien, tout d'abord, d'emblée, la transparence, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, tout cela est important, pas uniquement pour les activités de financement externe et les ressources, mais toutes les ressources disponibles pour les gouvernements, y compris les recettes provenant de la perception des impôts. Donc, il est très important que les pays fassent de leur mieux pour rendre le financement public aussi transparent que faire se peut, et que les ressources qui sont limitées soient utilisées aussi efficacement que faire se peut. Donc ça, c'est un commentaire général, bien entendu, qu'il fallait faire. Dans le contexte des programmes du fonds, du financement à des conditions d'urgence consenties au cours de l'année écoulée, nous avons fait de notre mieux pour nous assurer qu'il y avait suffisamment de transparence dans l'utilisation de ces ressources. Un ou deux exemples. Nous demandons des audits quant à la façon dont ces fonds sont utilisés par les autorités nationales des pays, par les autorités externes, lorsque les autorités nationales ne peuvent pas le faire. Un deuxième exemple, c'est de rendre public ceux qui sont les propriétaires, ceux qui bénéficient des contrats qui sont alloués dans le contexte des ressources fournies. Et donc, nous faisons de notre mieux et nous allons continuer
de nous assurer que nous promouvions la transparence des comptes gouvernementaux dans tous nos engagements avec les pays, y compris dans l'utilisation des DTS à l'avenir. Et troisième et dernier commentaire, un défi transversal dans notre région est celui de la perception des recettes internes, la mobilisation des recettes fiscales internes. C'était un défi avant la crise, mais ça devient un défi d'autant plus important aujourd'hui. En partie, c'est lié au fait que les gouvernements doivent identifier des façons de simplifier l'administration de l'impôt, trouver les bonnes politiques fiscales, mais le paiement de l'impôt concerne également le renforcement du contrat social entre la population et le gouvernement. Et je me dois d'insister sur le fait que ce deuxième volet, la volonté des personnes à payer leur impôt serait renforcée si les comptes des gouvernements étaient plus transparents. Si tous les marchés publics étaient publiés. Donc c'est un programme très important qui va bien au-delà du court terme de la gestion du pandémique. À moyen terme, comment nos pays feront cela est un domaine auquel il faudra consacrer beaucoup d'attention au cours des années à venir. Merci Abbé. Nous réessayons Webex. Georges Weafé, allez-y. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien. J'ai 3 rapides questions, j'essaierai d'être concis. Lorsque je regarde vos projections de croissance pour le Ghana, vous mentionnez 5%, mais si l'on considère les programmes gouvernementaux, il semble que la croissance soit plus élevée. Et pourquoi êtes-vous tellement prudent quant aux perspectives de croissance pour le Ghana? Et par ailleurs, lorsque je lis votre rapport budgétaire, vous dites que le ratio dette PIB pour le ratio dette PIB va dépasser les 80%. Êtes-vous préoccupé par cela? Et que faites-vous pour vous assurer que des pays tels que le Ghana adoptent des mesures de politique pour contrôler leur niveau de dette qui risque d'être une grave menace à leur économie? Et enfin, pour les DTS, quand allez-vous approuver ces DTS? Et quelle est la perspective pour le Ghana? Très bien. Sur le Ghana, différence dans les projections de croissance. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent provoquer certaines différences entre nos chiffres et ceux publiés par le gouvernement. Parfois, il y a des différences d'opinion sur la perspective économique mondiale ou même des perspectives spécifiques aux pays individuels qui peuvent être une source de différence et qui expliquent les différences. Mais un autre facteur, souvent, c'est l'échéancier des projections, le moment où ces projections sont faites. Et donc, selon les dernières données, les chiffres du budget gouvernemental avaient été produits à la fin de l'année dernière. C'est lorsque ces chiffres étaient développés, si je ne m'abuse. Nos chiffres, je pense, sont un peu plus récents, et donc nous tenons davantage compte de différentes informations, ce qui reflète une bonne partie de la différence en termes de projection de croissance. Mais le Ghana, on pense que le Ghana aura une reprise d'environ 4,5% cette année, ce qui est une reprise assez solide si vous considérez que l'économie de la région n'a un taux d'expansion que d'environ 3,5%. Donc c'est une bonne reprise. On n'en revient bien entendu pas au niveau de 8-9% d'avant la crise, mais c'est néanmoins une bonne reprise et une bonne base pour l'avenir. Pour ce qui est de la dette, eh bien, nous continuons à avoir notre engagement avec le Ghana. Il n'y a pas de programme, donc notre engagement est simplement dans le contexte des conversations au titre de l'article 4, des conversations au niveau des politiques, et nous apportons nos conseils sur les réformes dont nous pensons que le Ghana a besoin pour garantir un progrès pérenne vers le développement. Et bien entendu, parmi ceux-ci figure le fait
qu'il faut s'assurer que les niveaux de dette soient mis sous contrôle. Ils sont plus élevés, bien entendu, parce que du fait de la pandémie, que cela a affecté le PIB, mais également la mobilisation de revenus, etc., les agrégats. Mais il est plus important que jamais pour le Ghana, mais à travers la région, d'établir un bon équilibre entre le besoin de continuer à faire face aux besoins en matière de financement du développement, mais également assurer la durabilité de la dette. Et comment calibrer cet équilibre? C'est quelque chose dont nous parlons avec le gouvernement. Mais en fin de compte, il incombe au gouvernement, bien entendu, de développer les politiques requises et de prendre des décisions. Quant à l'affectation des DTS, ce que je puis vous dire, vous parlez de la dernière fois en 2009 lorsqu'il y a une affectation de DTS. Entre le moment où une décision a été prise d'aller de l'avant avec l'affectation et le moment où les ressources ont été mises à la disposition des pays, cela a pris environ 4,5 ou 5 mois. Nous escomptons environ une durée semblable. Et ce qui se produira à ce moment-là, c'est que les ressources seront créditées aux banques centrales selon les quotes-parts des pays, donc 100% de la quote-part du pays. Merci Abbé. Eh bien, il nous reste environ 10 minutes. Helmo Cross au Mozambique. Et n'oubliez pas de mentionner pour quelle organisation vous travaillez. Bon après-midi, bonjour à Washington. Je suis de Bridge Post et je vous parle de Johannesburg en Afrique du Sud. J'ai 2 rapides questions. L'une concerne la mise en œuvre de l'accord de libre-échange. L'Afrique du Sud a vu une diminution de son commerce avec le reste de l'Afrique. Il n'y a pas eu une augmentation du commerce depuis... L'interprète s'excuse, on entend très mal l'oratrice. La deuxième question est liée au Mozambique. Je me demandais si les retards dans la mise en œuvre des nouveaux projets de gaz naturel, est-ce que cela retarderait le FMI en termes de projection de croissance? Eh bien, sur l'accord de libre-échange, c'est bien entendu l'une des initiatives très promettrices entreprises par les dirigeants de la région au cours d'années récentes, qui présente un potentiel énorme lorsqu'il s'agit de promouvoir la croissance, la diversification économique recherchée par nos pays. Et donc, c'est une bonne base maintenant que la décision finale a été prise d'aller de l'avant à ce niveau-là. Bien entendu, la pandémie et ses effets connexes qui ont perturbé les activités commerciales veut dire que le commerce interafricain l'an dernier était inférieur à ce qu'il était lors d'années précédentes. Mais nous pensons que c'est quelque chose de temporaire. Et avec une bonne reprise et l'allègement des restrictions dans les déplacements, les fermetures des frontières dans certains cas qui ont eu lieu, nous escomptons une augmentation du commerce intra-africain. Mais ceci ne se produira pas de par lui-même à des niveaux très élevés sans qu'il y ait des réformes, notamment les barrières non tarifaires, même lorsque les tarifs sont réduits, il y a beaucoup de barrières non tarifaires, donc gérer ce problème-là sera très important. Éliminer les politiques qui créent ces barrières non tarifaires, les restrictions réglementaires, etc. Tout cela sera très important. Mais il faudra également donner la priorité à l'infrastructure qui relie nos pays. Ceci afin de promouvoir le commerce intra-africain. Donc travailler sur ces différents éléments sera important pour s'assurer que cet accord de libre-échange porte ses fruits. Pour ce qui est du Mozambique, ce qui se passe à Cabo Delgado et Palma est horrible, d'autant plus que cette insurrection latente a été identifiée comme menace depuis un grand nombre d'années. Et donc, toute notre sympathie pour la population du Mozambique. À moins que l'on ne gère ce problème de manière idoine,
il sera vraiment très important, ou cela pourrait avoir des effets sur la perspective économique du pays, la production gazière sur laquelle le pays compte s'appuyer à l'avenir. Donc, c'est un élément à gérer dans les plus brefs délais. Merci Abbé. Il nous reste quelques minutes, 5 minutes, et donc encore 2-3 questions. Je vous propose que nous allions vite. Francis Degoué du Kenya, vous avez la parole. Francis, on ne vous entend pas? Eh bien, sur le Kenya... Francis, allez-y. Non. Ah ben, sur le Kenya, nous avons une ou deux questions qui étaient arrivées avant. Si vous pouvez parler des événements récents concernant le prêt du fonds. Et quant à savoir, enfin, l'une des questions que l'on pose, c'est si ces fonds peuvent être renvoyés par les autorités. Et les mesures de transparence qui sont intégrées dans ces mesures d'appui et de manière générale, comment vous percevez les perspectives économiques du Kenya? C'est Julian Boko de MTV. Merci Andrew. Oui, eh bien, il y a eu beaucoup de commentaires sur le programme pour le Kenya approuvé il y a 10 jours par le Conseil. Et donc, un ou deux commentaires. Un commentaire général qui ne concerne pas purement le Kenya, mais qui concerne de manière générale le type de questions qui sous-tendent ce commentaire. Au cours des années récentes, ce qui apparaît clairement, c'est qu'il y a ce que j'appelle non pas un dilemme, mais un trilemme que les pays doivent gérer. Tout d'abord, les besoins de développement des pays restent bien entendu aussi urgents que jamais et ne font qu'augmenter avec la croissance démographique, davantage de besoins de dépenses en infrastructures, en santé, en éducation, donc énormément de pression. Donc ça, c'est le premier élément de ce trilemme. Le deuxième élément, c'est l'augmentation des niveaux d'endettement à des niveaux qui deviennent préoccupant dans bon nombre de pays. Et donc, c'est un deuxième élément de ce trilemme. Et le troisième élément, c'est que les gouvernements sont incapables ou ne veulent pas ou ont des difficultés à mobiliser davantage d'impôts. Et les gens, la population qui refuse les mesures pour percevoir davantage d'impôts. Donc, comment les pays naviguent cet espace entre ces trois pôles a été un défi au cours des 8 à 10 dernières années dans bon nombre de pays de la région. La pandémie n'a fait qu'exacerber ces dilemmes parce que les niveaux d'endettement ont été encore plus augmentés dans la plupart des pays. La perception de l'impôt devient de plus en plus difficile. Et bien entendu, les besoins budgétaires ont augmenté. Et ce sont donc certains des défis auxquels est confronté le Kenya au cours des mois récents, à l'instar d'autres pays. Cela ne concerne pas purement le Kenya. Donc comment naviguer tout cela est un problème à nos yeux et je pense que l'opinion du gouvernement, et c'est plus important, c'est qu'il faut un cadre budgétaire à moyen terme sur comment gérer et contenir les vulnérabilités de la dette et les réduire au cours du moyen à long terme. Et c'est précisément ce que le programme cherche à faire et nous apportons du financement, mais c'est le financement à meilleur marché, aux meilleures conditions disponibles au gouvernement du Kenya. En notre époque, les sources de financement alternatives sont soit de réduire le déficit immédiatement à de niveaux très très faibles, ce qui bien entendu voudrait dire réduire les dépenses ou percevoir davantage d'impôts. Mais du point de vue économique, je ne sais pas si c'est justifié parce que en ce moment, l'économie a besoin d'un appui de dépenses gouvernementales. Vu que les conditions restent très faibles, les pays continuent de faire face. Enfin, certaines régions continuent d'être confrontées au confinement. Et donc, le programme développé par le gouvernement, et nous les appuyons, est conçu pour gérer tous les défis que nous percevons auxquels fait face le pays et réduire la dette au cours du moyen à long terme. Et nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec le gouvernement pour faire face à toutes les questions qui apparaissent. Du côté de la transparence et de la gouvernance,
comme j'en parlais auparavant, il y a des éléments importants dans le programme pour promouvoir la transparence. Resources, L'information sur les bénéficiaires sur les ressources d'urgence qui ont été octroyées l'année dernière. Tout cela fait partie du renforcement des institutions de reddition de comptes au Kenya. Il y a beaucoup de travail à faire, donc, et nous serons heureux d'aider le gouvernement à le faire. Merci, Abbé. Comme d'habitude, hélas, il y a plus de questions que le temps nous permet, que le temps dont nous disposons pour y répondre. Mais est-ce que vous souhaitez conclure, Abbé? Non. Merci beaucoup. Les documents, le rapport, le communiqué de presse se trouve sur notre site web. Vous pouvez aussi nous poser des questions. Restez en bonne santé et en sécurité. Merci.